cette cinquième table ronde. Alors là, on va passer du fret décarboné à tout à fait un autre sujet. Il y a un vieux proverbe normand qui dit bon soignement fait vivre longtemps, et on va parler de médicaments et on va parler de santé, parce qu'on le sait peu, mais la Normandie est une grande région pour le médicament. Hein. Fabien Riolet va nous en parler tout à l'heure. Je vous accueille. D'ailleurs, je vais vous présenter. Vous êtes directeur général du cluster Pôle Pharma, qui rayonne en Normandie, mais aussi autour de Chartres, de Dreux, et puis un peu partout en France, hein, jusqu'en Nouvelle-Aquitaine maintenant. Lucien Goffard, vous êtes directeur de Robocat, on dira tout à l'heure ce que vous faites. On ne va pas rentrer dans le détail tout de suite. Frédéric Viguier, vous êtes président de Didactique. Laurence Bénissant, qui malheureusement n'a pas de voix, mais à qui on va pousser le micro. Vous êtes, vous, PDG d'IDD Expert, qui est une entreprise dont on expliquera aussi tout à l'heure ce qu'elle fait. Et puis Bernard Leroy, vous êtes président de l'Agglocenter, qui est un haut pôle de la pharma, et vous êtes d'ailleurs vous-même issu de la pharma. Alors, Fabien Riolet, pour commencer, peut-être nous rappeler un petit peu, mais en quelques mots, hein, le poids de la santé, le poids du médicament en Normandie. Oui, alors en quelques mots, la Normandie, c'est la troisième région en termes d'emploi direct pharmaceutique. Et si on prend le critère emploi de production, c'est la deuxième région française pour la production de médicaments. Voilà. Ok, le décor est planté. C'est 10 000 emplois directs et 20 000 emplois filières. Ok. On a vu donc pendant la crise Covid, on a pris conscience de l'ultra-dépendance du continent européen à l'Asie notamment, mais aussi aux États-Unis s'agissant des produits de santé. Ça a déclenché, je crois, une prise de conscience chez un certain nombre d'acteurs politiques et économiques de la nécessité de la souveraineté en matière de santé. Est-ce que ça a été un feu de paille, ou est-ce qu'à votre avis, ce mouvement qui pourrait conduire à des relocalisations, il est enclenché? Et ici en particulier, est-ce que vous en voyez des exemples? Alors, est-ce que c'est un feu de paille? C'est encore un peu tôt pour le savoir. Hein, mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment, en effet, il y a eu un choc et une prise de conscience. Et parler de réindustrialiser, de souveraineté sanitaire, c'est plus déjà un gros mot. Et quand je dis ça, c'est qu'avant la crise Covid, on a toujours porté, nous, à Pôle Pharma, depuis 20 ans que l'on existe, ce combat pour le médicament Made in France, pour cette notion de souveraineté sanitaire. Autant vous dire que le message avait du mal à passer. On n'avait rien compris à la mondialisation heureuse. Voilà. Donc je pense que quand même il y a eu un choc, et l'intérêt aussi de la crise Covid, c'est qu'il y a une prise de conscience du grand public et des Français. Et ça, pour faire bouger les lignes en termes de politique industrielle, c'est important, puisque l'opinion publique maintenant est au courant. C'était un sujet de spécialistes. Notre dépendance à l'Asie pour les matières premières actives pharmaceutiques, notre dépendance aux États-Unis pour les nouvelles thérapies, puisqu'on importe en termes de thérapies issues du biologique, on importe 85% des médicaments depuis les États-Unis et aussi un peu la Suisse. Voilà, donc je pense qu'il y a un avant, un après. Ensuite, est-ce qu'on commence à en mesurer les conséquences? Oui, à la fois côté industriel, parce que les industriels ont compris que une fragmentation de la chaîne de valeur, l'éloignement de la chaîne de valeur faisait courir des risques pour tout simplement leur activité. Donc il n'y a pas eu un mouvement, massif de relocalisation de la chimie, mais en tout cas, ce qu'on voit, et nos adhérents de la chimie nous le disent, ils ont de nouveau revu des clients qui ont compris qu'il fallait quand même vraiment être vigilant sur le multi-sourcing. Donc il y a toujours du sourcing en Asie, mais en tout cas, il y a eu un retour aussi vers les opérateurs européens et français. Donc ça, c'est sur la partie industrielle. Sur la partie gouvernement, État, forcément, les appels à projets qui ont été lancés, qui ont aidé à l'investissement industriel,
ont favorisé des investissements de capacité. Donc on n'a pas vu ou très peu de création d'usines ex nihilo, mais plutôt des augmentations de capacité. Et aujourd'hui, tous nos fournisseurs nous disent que ils sont en chiffre d'affaires cette année, la plupart sont à entre 15 et 30% au-dessus de 2019. Il y a une vraie demande. Voilà. Donc alors, ça, c'est positif. Et juste pour terminer, on est, nous, dans le médicament, très dépendant des politiques et des choix industriels et aussi de sécurité sociale de l'État français, puisque 85% du médicament consommé en France est du médicament remboursé. Et en effet, on peut saluer, par exemple, ce qu'on appelle, sans rentrer dans les détails, l'accord cadre, c'est-à-dire un accord sur les prix entre le gouvernement et les industriels de la pharma. L'accord cadre de 2021 a remis en place une clause qui indique que dans la fixation du prix, des remboursements, etc., on regardera le lieu de production, je cite, en Europe et particulièrement en France. Et ça, juste pour citer un exemple, on a eu 2 entreprises étrangères qui ne produisent pas en France, qui nous ont interrogés pour, alors, non pas immédiatement installer leur unité de production en France, mais pour rechercher des fournisseurs, donc des façonniers, des laboratoires qui produisent pour les autres, pour produire ce qu'ils faisaient, je pense par exemple à un Britannique, ce qu'ils faisaient en Royaume-Uni, eh bien ils cherchaient un fournisseur pour fabriquer en France parce que ils avaient compris que la négociation sur le prix serait plus facile s'il était en mesure de justifier. Voilà. Donc ça, c'est une bonne mesure made in France. Après, la difficulté avec l'État, c'est la constance des politiques, puisque l'État a massivement, en effet, investi dans des aides sur la réindustrialisation du secteur de la santé. Mais aujourd'hui, on est en discussion sur le projet de loi sur la sécurité sociale avec des coupes drastiques qui peuvent, en effet, mettre en péril la production en France. Le message au ministre de la Santé est assez clair. Eh bien, justement, j'ai envie de vous entendre parce qu'on parlait d'un mouvement tendanciel de relocalisation et Laurence Bénissant, vous n'êtes pas dans un mouvement de relocalisation, vous êtes dans un mouvement de localisation tout court. Alors, j'explique très rapidement ce que fait IDD Expert. IDD Expert, c'est un maillon entre le chercheur du CHU ou de l'université et puis l'industriel. En fait, vous rendez des molécules a priori à haut potentiel, administrable à des patients. C'est ça un peu votre métier. On ne va pas rentrer dans le détail, c'est assez complexe. Mais alors, ce que vous m'avez appris en préparant, vous êtes à Faune, j'espère qu'on va vous entendre, c'est qu'aujourd'hui, vous avez l'intention et vous dites, oui, c'est possible de créer une unité de production en France. C'est ce que vous allez faire. Expliquez-nous. Oui, donc nous, désolé pour le son. Ces 6 dernières années, j'ai conduit 34 développements pour des clients qui sont pour 95% à l'international. C'est-à-dire que je travaille essentiellement pour des clients qui sont situés dans le monde, États-Unis, Europe. Et aujourd'hui, ces médicaments qui ont eu les autorisations des autorités de santé de faire des productions, ça a conduit à des productions qui sont aujourd'hui à l'étranger. Ce que j'ai décidé, c'est au final, au lieu de chercher, transmettre, les médicaments que nous développons en ce moment, on en a 2, on a décidé de les produire chez nous. En fait, il faut savoir qu'une crise, pour moi, c'est une opportunité. C'est le moment ou jamais de tenter un truc. Si on rate, on dira c'est la faute à la crise. Si on réussit, ce sera bingo, on aura vraiment réussi. Et quand on fait un essai, entre guillemets, de développement, quand il y a une crise, tout le monde se parle, tout le monde s'écoute. Donc ça fait l'occasion de discuter et d'échanger avec des personnes compétentes qui peuvent nous aider au périmètre où on ne l'est pas. Donc au mois de mai, on a décidé de faire une extension de 800 mètres carrés. Vous étiez, juste pour expliquer, vous étiez hier un labo un labo R&D. Voilà, un labo de R&D. Demain, à ce labo va être adossé, je ne sais pas comment vous l'appelez, une petite usine. Une petite usine. Oui. Moi, je suis plus pour la petite usine de médicaments à une petite quantité, pour les maladies rares et les maladies qui n'ont pas encore de médicaments respiratoires ou injectables. Donc, on a décidé d'investir 2 millions d'euros. Donc, c'est autofinancement
principalement parce que j'avais pas le temps d'étudier. Et j'ai fait appel à 15 entreprises normandes ou bretonnes pour dire voilà, il faut que ce soit prêt en novembre. Si c'est prêt en novembre, en décembre, on fera l'inauguration. Janvier, on lance. L'idée, c'est de dire que la crise ne nous empêchera pas de faire une petite usine de production. Elle ne nous empêchera pas de réussir la digitalisation. Elle ne nous empêchera pas de recruter. Parce que c'est bien de le dire, mais à un moment, il faut le prouver. Donc, j'ai décidé de le prouver. Pourquoi ? Pour sécuriser mes salariés, pour leur dire ne vous inquiétez pas, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas avoir peur. Tout le monde regarde le problème, donc il va bien être traité à un moment donné. Un problème qui n'est pas traité si on ne le regarde pas. Mais si tout le monde le regarde, eh ben, nous, on peut continuer, faire au mieux, être écologique, faire attention à ses salariés. On vient de mettre en place le 13e mois pour nos salariés de plus de 10 ans, pour féliciter le fait de persévérer à être dans une boîte. Et alors, ce que vous m'avez dit, même en préparant cette table ronde, c'est que les médicaments que vous allez produire, qui seront des respiratoires stériles, là aussi, on ne va pas rentrer dans le détail, vous allez les vendre aux États-Unis. Vous allez fabriquer sur le territoire normand, à Évreux, dans l'Eure, pour vendre aux États-Unis. C'est exact ? Oui, c'est-à-dire que j'ai 2 clients qui m'ont dit voilà, nous, le projet, il va aboutir. On a réussi le développement, il va aboutir. Mais pour le produire, il va falloir faire une transposition industrielle, trouver des fabricants, etc. Et c'est mission impossible dans un délai limité. Donc j'ai proposé à mon client d'être son site de production, parce qu'un transfert de nous à nous, ça devrait aller relativement vite. Donc en fait, c'est la vitesse et l'agilité avec le niveau de qualité qui ont poussé mon client à choisir de fabriquer en Normandie. Est-ce que la crise du Covid a eu quelque chose à voir dans le déclenchement de ce projet, ou pas du tout ? Non, nous, la crise du Covid, moi je sais que j'ai réuni tous les salariés, j'ai dit est-ce que vous voulez qu'on ferme 2 mois, on fait des vraies vacances, ou on continue ? Ça c'était en mars 2020. Ils m'ont tous dit non, on reste. On a mis toutes les mesures pour que chacun soit rassuré au mieux. Je fais pareil avec mes clients. Si mon client il a une crainte, j'essaye de la rassurer au mieux. Dès lors qu'on est rassuré au mieux, on avance. On est plutôt planche de surf que gros paquebot. Quand on est une planche de surf, on avance tout le temps. Voilà. On vantait les ETI et les PME familiales tout à l'heure. C'est sûrement une bonne illustration. Deuxième exemple, de l'industrie de santé comme vecteur de réindustrialisation, c'est difficile à dire, relocalisation on va dire. Frédéric Viguier, vous êtes donc PDG de Didactic qui fabrique des dispositifs médicaux. Et bien vous aussi, vous avez fait un pari gonflé de relocaliser une production que vous fabriquiez auparavant en Asie, vous sous-traitiez auparavant en Asie. C'est exact, vous me contredisez si je dis des bêtises. Non, pour l'instant tout est exact. Alors, expliquez-nous un peu ce projet et pourquoi vous avez osé faire ce pari, parce que c'est quand même un pari que ne font pas tous les industriels. Alors d'abord, le monde de la santé est divisé, je dirais principalement en 2. Il y a le monde du médicament et donc nous, on est un acteur majeur des dispositifs médicaux, donc des produits qui sont utilisés au quotidien par les soignants et notamment avec une vocation de prévention des risques infectieux. Et donc on est une entreprise qui est fabricante au sens de la directive des dispositifs médicaux, mais qui n'est pas une entreprise industrielle. Néanmoins, on a toujours été intéressé par ce sujet de la maîtrise de la fabrication et c'est vrai qu'on est au cœur de la supply chain mondiale et toutes les perturbations que tout le monde a pu évoquer ou vivre ces derniers temps, on les a vécues de plein fouet, parce qu'aujourd'hui dans le monde du dispositif médical et au regard de la pression qu'il y a eu sur les prix ces dernières années, principalement la fabrication elle est en Asie ou dans beaucoup d'autres pays, très peu en France, très peu d'acteurs de fabriquent des dispositifs médicaux en France et donc nous on est en relation directe avec l'Asie. Pour que ce soit plus clair, est-ce que vous pouvez dire en 2 mots ce que c'est qu'un dispositif médical ? Un dispositif médical, c'est très vaste parce que ça peut aller d'une aiguille, d'une seringue ou à un robot, on en parlera juste après, ou un scanner. Donc vous voyez, c'est un champ qui est extrêmement vaste, extrêmement varié de produits et nous on est plutôt dans le secteur des produits qui sont consommables et qui protègent les soignants ou les patients des risques infectieux. Donc ça peut être des gants, on a des produits pour la gestion des fluides biologiques,
des patients dépendants, des soins de bouche, des patients en réanimation, etc. Et donc ce sujet en fait de la fabrication nous intéresse depuis longtemps, et c'est vrai que lorsque la crise du Covid est arrivée, on s'est dit on a une conviction, on a une envie, et bien on va aller au bout de la démarche et on va se poser la question dans nos différentes gammes. On a quatre grandes marques de produits. Est-ce qu'on peut refabriquer ces produits en France, sachant que ce n'était pas du tout dans notre savoir-faire? Et donc on a mené des études, on a été soutenu par la BPI dans ce domaine, et on a identifié notamment une gamme très importante dans le domaine de l'abord parentéral, de la perfusion, une gamme que l'on pouvait relocaliser, refabriquer en France. Alors moyennant des investissements extrêmement importants en termes notamment d'automatisation, on a poursuivi les études et on a décidé de lancer le projet l'année dernière. Et donc maintenant, on est rentré dans une phase extrêmement active du projet, parce qu'on va monter donc une usine de A à Z. Sachant que le thème du jour, c'est Transformons la France. Nous, on est en train de transformer l'entreprise, puisqu'on n'a pas cet ADN industriel. Donc il y a un ensemble de défis face à nous qui concerne intégrer des savoir-faire très différents, puisqu'on est une entreprise qui s'est plutôt créée autour de la relation du client. Donc on dialogue en direct avec nos clients, mais maintenant il faut intégrer des savoir-faire industriels, des savoir-faire dans la maintenance, beaucoup de savoir-faire humain que nous n'avons pas aujourd'hui, mais c'est un projet qui est extrêmement enthousiasmant. Et au-delà de la fierté de fabriquer dans notre bâtiment, c'est aussi un projet qui mobilise beaucoup les équipes de l'entreprise et qui leur permet de voir aussi le sens que l'on veut donner à nos actions. Donc un projet extrêmement positif. Un projet positif, un sacré pari aussi. Pourquoi c'est un pari ? C'est un pari parce que d'abord, quand on l'a lancé, tout à l'heure j'entendais, il y a des projets qui sont mis en stand-by. En fait, quand vous avez lancé 90% des investissements, c'est un projet à peu près 10 millions d'euros d'investissement, donc par rapport aux sommes qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est peut-être pas énorme, mais pour une entreprise comme la nôtre, c'est un projet très significatif. Bien, quand vous avez lancé vos investissements, que vous avez les entreprises qui vont fabriquer les machines automatiques pour assembler, qui vont commencer à fabriquer la salle blanche, le système de stérilisation, vous n'arrêtez pas comme ça, du jour au lendemain. Donc, première chose positive, il faut le dire, on a été soutenu, par l'État, dans le cadre du plan de relance. Donc ça, c'est extrêmement positif. Et sans ça, je pense qu'on n'aurait pas lancé le projet. On a été aussi soutenu par la région en aide directe. Donc la BPI est très active. Mais une fois que vous lancez, je pense qu'il faut un petit peu d'inconscience, parce que quand vous lancez le projet, vous ne réalisez pas toutes les difficultés auxquelles vous allez être confrontés. Puis d'un autre côté, tant mieux. Mais j'allais dire, une fois qu'on est lancé, il faut y aller. Et après, il faut essayer de traiter les problèmes les uns après les autres. Et puis, bien évidemment, arrivent les problèmes d'énergie qu'on a évoqués tout à l'heure, qui chamboulent là aussi les équilibres économiques. Mais ce qui nous donne envie de continuer, c'est aussi le dialogue qu'on a avec nos clients. Nous, 60% du chiffre d'affaires de l'entreprise est réalisé auprès d'hôpitaux publics via des groupements. On sent que des choses évoluent, en tout cas dans la perception des achats, dans la volonté d'aller vers des achats avec une dimension RSE plus forte, avec une difficulté qui est de tangibiliser cette notion dans les appels d'offres. C'est-à-dire, dans les appels d'offres, il y a toujours la volonté de ne pas être discriminant, de respecter le code des marchés publics. Et ça, je pense que ça va être un vrai défi dans les semaines à venir. Nous, on veut absolument travailler avec les pouvoirs publics pour dire comment est-ce qu'on peut avoir des critères objectifs. On est en train, par exemple, de mener des bilans carbone très poussés pour vraiment mesurer la différence d'empreinte carbone entre un produit qui vient d'Asie et un produit qui sera fabriqué en Normandie, pour pouvoir avoir des critères qui nous permettront de faire la différence dans les appels d'offres. Et ça, c'est encore un défi que l'on a devant nous. Merci. Bernard Leroy, alors on l'a dit, la Normandie, c'est une place forte de la pharma. Et à l'intérieur de la Normandie, l'agglomération Senneur, dont le siège est situé à Louviers, est une place forte. Quelles sont les conditions d'après vous? Enfin, c'est pas ça ma question. Est-ce que, d'après vous, la Normandie, et votre agglo en particulier, a des chances de profiter de ce mouvement tendanciel, alors qu'il n'y a pas un tsunami, qu'il y a encore une vaguelette de relocalisation dont a parlé Fabien Riolet? Oui, tout à fait. En deux mots. Et pourquoi d'ailleurs? Alors pourquoi? En deux mots, l'agglomération Senneur, c'est 60 communes, 105 000 habitants. C'est le premier site économique du département de l'Eure. On a 50% des emplois qui sont dans l'industrie. Donc nous, on a toujours progressé dans le domaine industriel. Sur les 40 000 emplois, il y en a 20 000 dans l'industrie. Et sur les 20 000, il y en a 10 000 qui sont
industrie pharmaceutique et medtech, donc l'environnement, l'écosystème qui va autour de la pharmacie. Et effectivement, ce qu'on constate, c'est que, premièrement, la réindustrialisation, et notamment dans les domaines pharmaceutiques, ne se feront que dans les régions où il y a déjà un écosystème. Autrement dit, les régions qui ont vu leur unité de production disparaître ou qui ont, eh bien, qui ne sont plus sur les radars, relancer une industrie sur un terrain vierge, aujourd'hui, c'est pas possible. Très clair. D'ailleurs, dans la mission que m'avait confiée Hervé Morin, pendant le Covid, justement sur la nouvelle industrialisation de la Normandie, j'avais examiné les 12 filières stratégiques de la Normandie et notamment celle de la pharmacie. Et on se rend compte que pour qu'un industriel s'implante, il faut premièrement qu'il y ait des lieux de formation. Et donc on a chez nous effectivement la fac de pharmacie, l'option industrie, voilà. On a à Évreux l'IUT qui forme les agents de maîtrise, les chefs de ligne, etc. Il y a la formation bien sûr préparateur, etc. Donc ça, de la formation, premier point. Deuxième point, de la recherche. On a la chance d'avoir avec le CHU, avec la partie chimie fine à Rouen, etc., des capacités, et la Normandie aussi sur Caen. Donc ça, c'est le deuxième point. Dans le domaine des opérateurs industriels, nous on a la chance, par exemple, au Vaudreuil, d'avoir le centre mondial de recherche R&D du groupe Aptar, qui est le leader mondial des dispositifs pour administration nasale, pompes, etc. Donc pour administrer le médicament. Et donc ça, le centre de recherche mondial, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui, il y a, avec les unités de production, 1300 emplois. Il y en avait 40 il y a 20 ans. Donc, deuxième message, enfin le premier, c'est, Fabien l'a très bien dit, la crise a montré notre dépendance. Et moi, quand j'ai commencé au siècle dernier ma vie professionnelle, dans le démarrage d'une usine d'un groupe américain, Upjohn, eh bien, 80% des principes actifs étaient sourcés en France ou en Europe. Aujourd'hui, c'est moins de 20%. Et donc cette prise de conscience, elle est là, avec des efforts effectivement faits de façon très importante par l'État dans la capacité de production, c'est-à-dire en gros aider les entreprises qui sont déjà là, qui ont le savoir-faire, qui ont la capacité d'investir rapidement. Et c'est les investissements qui ont été faits chez Auril à Bolbec, avec 100 millions d'euros sur une nouvelle unité de production, sur le principe actif du Daflon, etc. C'est ce qui a été fait chez le groupe Fareva à Val-de-Reuil, avec des principes actifs sur les corticostéroïdes et des molécules un peu complexes, mais en processus aseptique, justement. C'est aussi ce qui se fait à Saint-Aubin-les-Elbeuf avec l'ex-filiale, enfin la filiale de Sanofi EuroAPI, qui investit là sur tous les dérivés de la B12. C'est la seule unité en Europe qui fabrique encore de la B12. Et la B12, c'est une molécule qui est une molécule racine pour tout un tas d'autres applications. Là aussi, des investissements importants. Donc on voit bien qu'en gros, la réindustrialisation pharmaceutique se fera en France et en Europe, dans des lieux où il y a déjà ces écosystèmes. La pharma attirera la pharma. Exactement. Parce que là où j'ai envie de vous dramatique entendre... pour les gens qui sont en déclin, hein, parce qu'on va aller chez les plus forts, chez les plus riches. Donc c'est au niveau aménagement national. Alors il n'empêche que alors Louviers, c'était une ancienne place forte de l'industrie textile qui a été transformée au fil des années. Vous avez participé à cette transformation. Qu'est-ce que vous avez fait dans le bassin pour devenir un peu magnétique, hein, on va dire, pour les industriels de la pharma et tout ce qui est connexe? D'abord, c'est d'avoir la vision à long terme, parce que tout ça se fait dans la durée avec beaucoup de ténacité. Et donc, j'ai eu la chance, comme premier emploi, de travailler dans un groupe pharmaceutique américain. Et tout jeune, voilà, chef du labo de contrôle, j'ai eu accès aux prévisions de développement du secteur de la santé et du médicament dans le monde, avec des courbes absolument phénoménales qui prenaient en compte le vieillissement de la population, etc. Donc la chance d'avoir eu la grande image, je veux dire, et de dire ça c'est un secteur où il faut y aller. Donc alors, on y va. Il y a quelques entreprises qui étaient là, qu'on a aidé à se développer. On a aidé effectivement aussi dans le domaine de l'information. On a créé un pharma parc.
c'était le premier en France, où on dit on va amener des fournisseurs de l'industrie pharmaceutique tout près des grands groupes qui sont là, donc Sanofi, Merck Sharp & Dohme à Igoville, Fresenius à Louviers, Johnson & Johnson à Val-de-Reuil, etc. Et donc on va les amener. Donc Pharmapark 1, Pharmapark 2, et puis derrière, eh bien de susciter la création de PME. Il y a 25 ans, la sphère pharmaceutique sur notre territoire, c'était 2000 personnes. Aujourd'hui, c'est 10 000, avec la création d'une centaine de PME qui se sont installés pour la logistique, pour les contrôles, pour la formation, etc., pour tous les fabricants qui sont capables de travailler l'inox 316, etc., et toute cette technologie. Aider aussi les sociétés d'intérim à former leurs gens aux bonnes pratiques de fabrication, de façon à ce que les intérimaires, quand ils arrivent dans l'entreprise, ils sont tout de suite employables, etc. Donc c'est toute une approche qui couvre l'ensemble des champs. Et puis c'est labourer le terrain avec constance, avec détermination. Nous, on ne s'est pas laissé impressionner par les esprits brillants il y a 30 ans en disant la France, c'est une faiblesse country, il n'y aurait plus d'usines. Nous, au contraire, on a continué à dire voilà, et on a investi dans des parcs d'activités. On a aujourd'hui 35 parcs d'activités avec 2000 hectares qui sont capables d'accueillir très vite. J'entendais tout à l'heure la disponibilité foncière. Là, on va le libérer l'année prochaine. Près de 60 hectares voilà, qui vont être prêts à accueillir des entreprises. Voilà. Merci. Lucien Goffard, vous représentez ici une success story à la normande. Hein. Robocat, c'est la contraction de robotisation et de cathétérisme. Cathétérisme, je ne dis pas de bêtises. Donc effectivement, c'est une première mondiale. J'ai envie de vous demander, alors peut-être d'expliquer, mais succinctement, l'intérêt que présente votre robot. Et puis, est-ce que vous y croyez, vous, à la relocalisation de la pharma en France, en Europe, en Normandie? Alors, je vais donc présenter brièvement ce qu'est Robocat. Ouais. Donc, comme vous l'avez dit, on conçoit, on fabrique et on commercialise aujourd'hui une plateforme robotique médicale vasculaire, donc à destination des cardiologues interventionnels et demain des neuroradiologues interventionnels, donc typiquement pour soigner les pathologies intracoronaires, donc les artères du cœur, et puis après toutes les artères, AVC, les AVC, etc. Donc, oui, c'est une fierté d'ailleurs, je pense à la normande et à la française, puisqu'aujourd'hui, dans le monde, il n'y a que 2 sociétés qui commercialisent ce type de technologie. Donc ça, on peut vraiment être fier de ça. Pour répondre après à votre question sur la localisation, relocalisation, je vais prendre l'exemple concret de Robocat, puisque Robocat, c'est le fondateur qui a fait que ça s'est installé à Rouen. Mais je dois dire aujourd'hui qu'on sent bien, je vais répondre un peu à l'envers de votre question, c'est que nous, aujourd'hui, on n'imagine pas se délocaliser de là où nous sommes. Donc en d'autres termes, on est bien. Ça ne va pas sans contraintes, évidemment. Donc les contraintes, c'est on parlait de bureaux ou d'extensions pour la production, trouver les locaux qu'il nous faut, qui puissent nous satisfaire les collaborateurs pour pas tout déstabiliser, avec une contrainte d'ailleurs quand on est dans le medical device ou dans la pharma, quand on veut changer d'un site à un autre au niveau de la production, ça demande quand même 1 an de doublon, de coûts, avec tout un process réglementaire, etc. Donc c'est pas simple. Donc on a ça, et c'est trouver donc finalement ce fameux local. C'est également après l'acquisition de talents. Et ça dépend dans quelle phase est-ce qu'on se trouve au niveau des développements de la société. Alors c'est sûr que quand on a 10, 15, 20 collaborateurs, ça va. Mais quand on passe pour reprendre en fait une expression américaine, donc du mode start-up au scale-up, où là on doit vraiment accélérer avec des fonds, donc du financement, mais également l'acquisition de talents, ça devient plus compliqué sur Rouen. Même si j'amènerai un bémol, il y a quand même l'industrie automobile, il y a l'industrie aéronautique, et nous, en fait, on a des métiers très spécifiques chez Robocat avec un besoin en ingénierie mécanique, plastu, et également électronique et soft. Et donc on peut aller chercher dans le bassin normand, mais c'est pas si simple si on a besoin d'aller vite et d'avoir
beaucoup de collaborateurs en peu de temps. Et là, l'attractivité de la Normandie est un peu compliquée, c'est-à-dire que si on est en Normandie, on trouve que c'est très très bien, mais si on n'y est pas, on se dit que ça peut être un peu compliqué. Donc là, il y a peut-être quelque chose encore à faire au niveau de la communication. Alors on trouve, il y a toujours des exceptions ou des changements de vie, etc. Mais c'est pas simple. Donc ça, c'est sur un peu les challenges qu'on rencontre aujourd'hui. Et enfin, les autres challenges qu'on retrouve, c'est quand on est start-up, scale-up, c'est au niveau financement. Oui, parce que quand même, je le dis, vous êtes allé chercher votre dernière levée de fonds en Chine, auprès d'un industriel chinois. Entre autres. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on a on a quand même été aidé non seulement par la métropole, par la région Normandie, par la BPI. Donc quand on était vraiment en phase plutôt de start-up, et c'est vrai qu'après quand on doit accélérer, le besoin en fonds n'est pas le même. Le besoin en financement n'est pas le même. Alors on est aidé également par des fonds privés locaux et nationaux. Donc il y a cette possibilité-là. Mais quand on veut passer l'étape d'après, là, la région, la France, c'est un peu plus compliqué. Et donc nous, effectivement, on a été chercher des partenaires non pas financiers uniquement, mais stratégiques. Donc je voudrais amener quand même là aussi, c'est qu'on a été chercher un partenaire qui est le plus gros acteur dans notre spécialité sur le marché chinois et qui s'étend dans le monde entier. Donc c'était surtout pour nous donner un accès également plus simple sur le marché chinois. C'était notre objectif. Donc, mais l'accès au financement, est-ce que ça va être un point bloquant pour redévelopper la pharma française ? Et plutôt sur des produits innovants, médecine prédictive. C'est toujours un challenge en fait. C'est toujours un challenge parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on veut aller chercher des gros montants, donc après tout peut se discuter. Qu'entendons-nous par gros montant? Donc à l'échelle de Robocat, j'ai envie de dire, si on doit aller chercher 50, 100 millions, c'est clair que ça se fera à minima au niveau européen, voire au niveau, les États-Unis. Ces genres de levée de fonds s'observent plutôt sur ces marchés-là que sur le marché franco-français. Fabien Riolet, est-ce qu'on peut rebondir là-dessus? Quels sont, à votre avis, aujourd'hui, les freins qui empêcheraient que la vaguelette dont on a parlé tout à l'heure se transforme pas en tsunami, mais en vague? Ce que je disais tout à l'heure, on est quand même extrêmement dépendant, puisqu'on a essentiellement du médicament remboursé, des politiques menées par l'État. Donc, et notamment du prix, et notamment de favoriser l'emploi en France. Donc là, on peut avoir en effet peut-être une opportunité de cette prise de conscience qu'on était trop dépendant de l'étranger pour la production du principe actif, même de certains médicaments. Une autre opportunité peut-être, et ça a été évoqué, c'est les enjeux de décarbonation. Et donc on pousse aussi pour que dans les marchés publics, il y ait une prise en compte, notamment les marchés hospitaliers, une prise en compte de ce facteur, parce que forcément c'est un facteur qui peut favoriser la production locale. Voilà. Laurence Bénissant, je vous pose la même question. Quels sont les freins aujourd'hui qu'il faudrait débloquer pour développer encore plus votre activité? Alors nous on est tout petit, mais moi à mon niveau, les freins, je pense que c'est la motivation. Là, faut y aller, faut foncer, faut avoir la volonté, faut être motivé. Donc moi, je vais plutôt vers les jeunes. Justement, j'interviens dans les écoles, j'essaye de me mobiliser dès que je peux pour donner envie aux jeunes de faire des études scientifiques. Et comme je suis prestataire de service, j'ouvre mes portes de la recherche-développement, je fais visiter mon labo, si vous voulez venir. Et j'explique comment on développe un médicament. C'est compliqué, mais c'est intéressant, c'est passionnant. Et je pense que la passion, l'envie, la motivation, c'est la base, quoi. Ça manque un peu dans le décor. Et j'essaye de mettre ça dans les écoles. Et alors vous croyez au développement de petites usines comme celles que vous montez? Pourquoi est-ce que vous croyez à ça? Oui, parce que là, on enchaîne les crises. On peut pas, faut rester lucide, même si on est rêveur, même si on est optimiste tout le temps. Il faut quand même rester lucide. Et la lucidité dit qu'une crise, quand même, c'est une grande claque. Et pour pouvoir aller vite, quand il y a une grande claque, il faut bouger vite. Et pour bouger vite, il faut être petit. Et aujourd'hui, les PME, ça reste des belles entreprises, petites mais relativement grosses. Moi, je suis fière de dire qu'aujourd'hui, j'alimente 700 fournisseurs normands, que je paye à 30 jours, sans jamais décalage. Donc,
les crises, on ne sait pas combien il va y en avoir, on ne sait pas si ça va être résolu, même si ça va l'être, on ne sait pas s'il y en aura une autre. Donc à un moment donné, il faut être optimiste, mais lucide, donc il faut être petit et agile. Petit, agile, moyen agile, on va dire didactique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui, moi je pense qu'en tout cas l'agilité c'est un facteur clé de succès et c'est vrai que dans des activités comme les nôtres c'est essentiel. Dans les freins qu'il faut lever pour répondre aussi à votre question, je pense qu'il y a une notion de réflexion au coût complet du produit, coût à l'utilisation. Aujourd'hui, on a des marchés qui sont lancés avec une vision uniquement du prix facial du produit. Et je pense qu'il faut faire évoluer les mentalités. La décarbonation est un sujet, on en a parlé, mais pas uniquement le prix du produit. Puis il y a un aspect très important, alors nous on va le voir dans les années à venir, hein, mais et tous les industriels le savent, c'est très difficile d'innover lorsque vous n'avez pas une usine proche de vous. Vous ne pouvez pas aujourd'hui faire évoluer un produit quand votre usine elle est à 10 000 km. D'autant plus qu'aujourd'hui c'est impossible d'aller en Asie ou en Chine plus précisément. Donc nous on fait aussi cette transformation de l'entreprise dans l'optique de faire évoluer nos produits parce qu'uniquement sous-traitance, c'est pas possible. Et on le voit uniquement en ayant travaillé avec l'écosystème normand. Hein, dans le domaine de la plasturgie, on est déjà en train de réfléchir à une innovation dans le domaine des soins de bouche des patients qui sont en réanimation. Et si on n'avait pas lancé ce type de projet, ce serait impossible à faire avec des usines en sous-traitance. Donc je pense que l'aspect innovation, qui permet aussi derrière de démultiplier le retour sur investissement, sera un facteur très important pour l'avenir. Bernard Leroy, il y a des raisons pour lesquelles vous êtes de bonne humeur là aujourd'hui ou pas ? Oui. Enfin, oui. On a parlé beaucoup des prix de l'énergie. Hein. Est-ce que vous sentez, vous, que ça pourrait bloquer éventuellement des mouvements de relocalisation, d'extension, d'agrandissement ? Non, je ne crois pas. Le premier facteur, c'est au niveau national, c'est la constance de la politique dans la durée. Et on ne peut pas avoir en permanence... en alternance, oui, on y va pour l'industrie pharmaceutique, et puis dans la loi de finances, sur la santé, dire il faut couper le kiki aux grands groupes industriels. Deuxième message à M. Braun. Non, mais c'est fondamental. Oui. C'est la constance. On fait rien s'il n'y a pas de programme d'investissement dans la pharmacie à moins de 10 ans, 15 ans, etc. Enfin, je veux dire, la recherche et le développement, c'est des fortunes. C'est 1 milliard pour une molécule minimum, et c'est derrière 15 ans de production minimum. Bon, donc, c'est la durée, la constance, et encore une fois. Deuxième point, c'est alors maintenant au niveau régional, pour nous, c'est la capacité à attirer les talents et à les retenir. Parce que si on veut être des joueurs mondiaux, il faut qu'on ait les meilleurs au monde. Donc c'est notre capacité, nous, à attirer et à retenir les talents avec toute une série de messages très clairs sur, c'est ce qu'on est en train de faire avec Rouen Normandie Invest. Vous avez vu la nouvelle campagne de communication. Je suis heureux en tant que vice-président que, on est en train de mettre le focus là-dessus, entre autres. Donc attractivité de la région avec Hervé Morin, on fait beaucoup de choses dans ce domaine-là, donc ça c'est important. Et puis, bien sûr, la formation, la recherche et offrir des capacités de développement et de carrière pour celui qui vient, le spécialiste, mais aussi pour son conjoint. Donc c'est tout ce travail d'accompagnement, encore une fois, d'attraction et de rétention des talents. Et ça c'est vraiment aux échelles effectivement régionales, métropolitaines et de nos intercommunalités. C'est un vrai travail d'accueil. Mais on est bien parti. Je pense que dans ce domaine-là, quand on regarde récemment tous les investissements qui ont été faits par Bernard Fraisse chez Fareva, je citais Auril tout à l'heure, etc., il y a eu quand même plusieurs centaines de millions d'euros d'investis dans la pharmacie. Sanofi Pasteur à Val-de-Reuil a investi 200 millions d'euros dans une nouvelle unité de production de vaccins. Enfin, tout ça, il y a quand même des masses d'investissements qui sont, je ne vais pas dire sans équivalent, mais qui sont au plus haut niveau avec Rhône-Alpes. Fabien l'a dit, si ça ne se passe pas en Normandie, ça se passe en Rhône-Alpes et vice-versa. Voilà. Bien. Lucien Goffard, ça va être à vous de conclure. Là, on a parlé des talents, oui. Et j'avais envie, parce qu'on n'a pas parlé du CHU. Et en quoi est-ce que la proximité du CHU est intéressante ? Tout a commencé, les premiers essais pour Robocat. En plus, il se trouve qu'on a nos locaux qui sont en face du CHU, donc forcément, on a été faire les premiers essais au CHU. On a bénéficié également de la proximité. Là, on traverse la route et puis on est au MTC, donc au Medical Training Center.
Donc il y a cette proximité évidemment qui nous aide dans notre phase de développement et qu'on essaye après d'utiliser dans la phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui, donc qui est de la commercialisation pour faire de la démonstration, etc. auprès de potentiels futurs utilisateurs. Oui, c'est-à-dire que vous faites venir des clients dans Voilà. ce site démonstrateur qu'est le Medical Training Center. Je décrypte pour Là les c'est plus mécréants. compliqué parce que la logistique, malgré tout, fait que on n'est pas loin de Paris, mais c'est pas si simple que ça. Donc si on doit faire venir des médecins qui viennent un petit peu du monde entier, ou voire même de l'Europe, ça se complique un petit peu, c'est une journée pour eux. Donc c'est la contrainte qu'on en a. Mais oui, la proximité du CHU de Rouen, et puis après il y a toute l'histoire du CHU de Rouen qu'on connaît dans notre spécialité, la cardiologie interventionnelle, donc avec le professeur Cribier, etc. Donc forcément, ça a aidé aussi à l'aura de la société, je pense. Très bien. On va terminer sur ce message positif. Merci à tous les 5 pour ces interventions. Et je laisse la place à Philippe pour la table ronde suivante.